Je suis Marie-Gaëlle Choisy, je suis à la direction juridique du groupe Orange France, et qui est d'ailleurs France Télécom également, mais on parle plutôt de Orange désormais, puisque c'est la marque pour tout le groupe. France Télécom n'est plus le nom que de la maison mère en France. Voilà. Et je suis spécialisée dans les nouvelles technologies. Et lorsque je suis arrivée à France Télécom, il n'y avait pas de direction juridique encore, puisque c'était une administration qui avait surtout du contentieux administratif et qui n'avait pas véritablement besoin d'une direction juridique au sens où on l'entendait à l'époque. Et lorsque je suis arrivée, eh bien, j'ai tout de suite eu dans mes missions tout ce qui avait trait à l'informatique et aux libertés. Donc, ça peut vous paraître étrange, mais toujours est-il que, pour moi, le SIL, c'est pas une nouvelle fonction véritablement, c'est plutôt la nouveauté dans la continuité. Et pourquoi ? C'est parce que France Télécom, à l'origine, était une administration. Et à l'époque, il y avait une circulaire du Premier ministre qui datait, je l'ai retrouvée d'ailleurs, de 92, qui obligeait chaque administration à avoir, ça s'appelait déjà un correspondant informatique et liberté. Quelle en était la raison ? Eh bien, c'était parce que, à l'époque, la loi informatique et liberté avait été mise en place parce que il y avait eu un fichier qui faisait peur à tout le monde, qui permettait d'interconnecter tous les fichiers des grosses administrations, puisqu'à l'époque, il y avait guère que les grosses administrations qui étaient dotées de gros systèmes informatiques. Et à l'époque, cette interconnexion de tous les fichiers, police, impôts et compagnie, ça avait fait tellement peur que la loi informatique et liberté avait été créée pour éviter ce genre de fichiers qui était véritablement un outil portant atteinte à la vie privée des personnes. Donc, lorsque je suis arrivée, le SIL existait déjà. Et à l'époque, c'était au niveau du cabinet du président, d'ailleurs, que se trouvait le SIL. Et ensuite, lorsque la direction juridique a été créée, eh bien, c'était le directeur juridique qui était le SIL. Et ensuite, au fur et à mesure que la direction juridique a pris de l'ampleur, ça a été délégué au sein des services qui étaient vraiment chargés des nouvelles technologies. Parce que, comme le disait tout à l'heure Mathias Moulin, il faut quand même non pas seulement connaître le droit, mais aussi avoir quand même certaines appétences en matière informatique. Et puis il faut aussi tout de même connaître un tout petit peu tout ce qui est aussi audiovisuel, tout ce qui est un peu RH, du moins dans notre domaine des communications électroniques, parce qu'il faut savoir qu'en plus, dans notre domaine des communications électroniques, non seulement nous avons une directive cadre, mais nous avons une directive spécifique dans le domaine des communications électroniques, puisque ce domaine-là est très très riche en données à caractère personnel, puisqu'un simple numéro de téléphone est une donnée à caractère personnel, puisque rappelons bien la définition d'une donnée à caractère personnel, c'est une donnée qui permet d'identifier directement ou indirectement une personne physique. Donc les adresses IP sont des données personnelles. Enfin, on a énormément de choses. Évidemment, les numéros de référence clients sont des données personnelles. Les numéros de référence du personnel sont des données personnelles. Et c'est rare que lorsque un nouveau service est lancé, il ne s'agisse pas d'un traitement de données à caractère personnel. Donc vraiment partout, dans toute l'activité du groupe, ce n'est que des données personnelles partout. Donc, au fur et à mesure que le changement de statut de France Télécom s'est opéré, on est devenu exploitant public, ensuite on est devenu société anonyme, et donc on n'avait plus vraiment obligation d'avoir un SIL, puisque la circulaire du Premier ministre ne nous concernait absolument plus, mais on a préféré garder cette fonction-là au sein de la direction juridique, d'une part parce que ça permettait d'avoir une vue un peu d'ensemble sur les traitements qui étaient mis en œuvre, et puis aussi parce que on avait bien vu que c'était quelque chose de très médiatique et que si jamais il y avait des dérapages, ça se retrouvait très très vite dans la presse. Et donc c'était beaucoup plus sain, si vous voulez. Puis une fois que le pli
été pris de centraliser tout ça au sein de la direction juridique. C'était un peu ridicule de laisser éclater tout cela. Parce qu'il faut savoir que bon, c'est quelquefois assez compliqué dans un grand groupe, parce que rappelons que, enfin là je vous parle au niveau mondial, mais on est quand même un groupe, pour l'instant on a 190 millions de clients, et nous avons également 190 000 personnes qui travaillent dans le groupe. Donc vous voyez que ça fait déjà beaucoup de personnes physiques qui peuvent être concernées par les traitements que nous mettons en œuvre. Donc, lorsque la loi de 2004 est arrivée avec ce SIL qui était créé de façon officielle, bon, bah, nous, tout naturellement, on a considéré que c'était normal de se porter volontaire, pour ainsi dire, pour avoir... on était un des premiers groupes, d'ailleurs, français à désigner un SIL. Alors, cette désignation du SIL s'est fait tout naturellement pour non seulement la maison de mère, mais pour les plus grosses filiales qui étaient vraiment très très liées à l'activité. Alors, il y a eu donc France Télécom, Orange France qui est notre filiale dans le domaine des mobiles. À l'époque était visé aussi Wanadoo, mais qui n'existe plus, qui est rentré maintenant dans la maison mère. Donc tout ce qui est activité internet aussi en France, c'est un SIL mutualisé, c'est-à-dire moi-même qui supervise la protection des données personnelles pour Orange France, Orange Distribution, et puis nous avons aussi j'ai Orange Caraïbes et puis Orange Réunion, parce que ces deux autres filiales font partie du comité central de l'unité économique et sociale. Et je vous l'indiquerai tout à l'heure, on est obligé, enfin c'est la loi qui l'indique, on est obligé, avant même de désigner le SIL auprès de la CNIL, eh bien on est obligé de notifier auprès des comités d'entreprise de chaque entité la désignation du SIL. Alors c'est un SIL non seulement mutualisé, mais c'est un SIL à compétences étendues. C'est-à-dire que je ne suis pas SIL pour le domaine commercial ou pour le domaine RH, mais pour toutes les activités d'Orange. C'est-à-dire que, évidemment, je travaille principalement avec le service qui s'occupe de la clientèle résidentielle, un peu moins avec le service qui s'occupe de la clientèle entreprise, évidemment, puisque les personnes morales ne sont pas visées, quoique on rend beaucoup de prestations, par exemple, de géolocalisation pour les flottes d'entreprises, et de plus en plus, le SIL est impliqué, enfin, les clients ont envie, non pas d'avoir des formations, mais d'avoir des conseils en matière de géolocalisation. Ils veulent savoir ce qu'ils peuvent faire, quel type de déclaration ils doivent faire auprès de la CNIL, etc. Donc, en matière RH, évidemment, on a des traitements RH, donc le SIL est impliqué. Sur les réseaux également, bon, il y a des traitements de données personnelles. Donc vraiment, c'est quelque chose de très très vaste, le SIL chez Orange. Alors, les notifications auprès des comités d'entreprise, eh bien, elles ont été faites par courrier postal, après avoir informé le secrétaire général de chaque comité d'entreprise, lui avoir fourni des documents, lui avoir expliqué ce que c'était le SIL. Mais bon, cette notification a été faite et puis diffusée après auprès des délégués du personnel. Et ensuite, en ce qui me concerne, j'ai eu énormément de questions de la part des délégués au personnel qui voulaient savoir exactement ce que c'était que cette fonction, parce qu'au début, elle était très très mal perçue. Ils pensaient que c'était un espèce de paravent vis-à-vis de la CNIL, et que le SIL était là non pas pour diffuser la culture informatique et liberté et améliorer l'application des règles au sein de l'entreprise, mais était là pour faire blocage vis-à-vis de la CNIL et puis pouvoir porter atteinte à la vie privée comme il voulait dans son petit coin, dans son entreprise. Donc j'ai tout de suite arrêté cette rumeur très malencontreuse en faisant des formations d'une demi-journée quand même, et en suscitant beaucoup de questions-réponses au sein même du comité central de l'unité économique et sociale. Et d'ailleurs, je suis intervenue non pas une seule fois, mais plusieurs fois
pour bien mettre les idées en place et puis pour leur indiquer, par souci de transparence, que tous les registres du CIL étaient bien diffusés sur l'intranet d'Orange et qu'ils pouvaient avoir accès à une rubrique CIL qui indique exactement quelles sont les missions du CIL, quel est son rôle. Il y a des notes et puis des facs sur les questions qui se posent souvent dans le groupe au sujet de la protection des données personnelles. Et c'est vrai que bon, depuis que j'ai fait cette formation auprès du CCUES et que on a mis en place toute cette communication au sein de l'intranet, eh bien, ça se passe beaucoup mieux, quoi. Donc c'est très utile et voire indispensable vraiment de bien savoir communiquer dans son entreprise lorsqu'on est CIL. Alors, je relève directement du directeur juridique groupe qui à l'époque avait largement diffusé un relevé de décision qui indiquait quels étaient les rôles et les missions du CIL, et en insistant sur le fait qu'il fallait absolument me faire remonter tout nouveau traitement qui allait être mis en place, hein, parce que c'est vrai que du temps où j'étais CIL normal, pour ainsi dire, c'était vraiment ma hantise, hein, parce que c'est vrai que les commerciaux sortent quelquefois des services sans penser à mal. D'ailleurs, ils savent même pas la plupart du temps, quelquefois, que dès qu'il y a des numéros de téléphone, ils se disent, ou dès qu'il y a des numéros, moi j'ai eu le cas récemment, c'était un numéro technique de communication qui était en jeu. Enfin, ils pensaient que c'était quelque chose de complètement anonyme, confidentiel, que ça n'avait rien à voir avec une donnée à caractère personnel. Or, c'était un numéro quand même qui indirectement, très indirectement certes, mais était complètement lié à notre base de données clients. On pouvait retrouver indirectement un client derrière et c'était quand même une donnée personnelle. D'ailleurs, on avait discuté avec la CNIL de ce projet-là et bon, ça ne faisait absolument aucune difficulté pour la CNIL. C'était une donnée à caractère personnel dès lors que, bon... nous-mêmes, même si dehors c'est impossible à l'extérieur de savoir qui est derrière ce numéro, nous, par des tables de concordance, on arrive à savoir qui c'est, donc c'est une donnée à caractère personnel. Quel est le rôle du CIL au sein de Orange France Télécom? Alors d'abord, c'est un expert dans la protection des données à caractère personnel et il me semble, enfin, étant donné qu'on a quand même une loi informatique et liberté qui peut apparaître simple d'emblée comme ça, mais enfin, je trouve, enfin, d'ailleurs, tout au début, je pensais que c'était très facile, tout ce qui est le droit informatique et liberté, mais c'est pas si évident que ça, parce qu'il faut savoir adapter les grands principes qui figurent dans cette loi. Et en plus, nous, je vous dis, on a la fameuse directive communication électronique qui se retrouve maintenant dans notre code des postes et communications électroniques. Et alors là, du coup, qui est vraiment très tatillonne. Et on se retrouve quelquefois avec des règles qui nous bloquent complètement, alors que et qui sont quasiment parfois même, non pas en contradiction, mais presque avec le corps de règles très générales de la loi informatique et liberté, par exemple. Donc, pour vous donner des exemples, cette directive réglemente tout ce qui est transfert d'appel, présentation de la ligne à plante, facturation détaillée, annuaire. Enfin, c'est vraiment données de trafic, données de géolocalisation. Enfin, c'est quand même assez compliqué. Et puis, nous avons des règles très particulières aussi en matière de marketing direct. Les règles ne sont pas les mêmes selon qu'il s'agisse de marketing direct par SMS, par email. C'est pas la même chose si c'est du courrier postal. C'est pas la même chose si c'est par téléphone. Enfin, c'est vraiment très compliqué de s'y retrouver parfois. En plus de ça, bon, il faut jouer avec les règles sur l'audiovisuel, puisque bon, le code des postes et communications électroniques s'applique plutôt à tout ce qui relève de la correspondance privée, alors que les règles en matière audiovisuelle ne sont pas les mêmes, puisqu'on fait beaucoup d'Internet. Donc il faut connaître un certain nombre de corpus législatifs et pouvoir les adapter, parce que généralement ces corps de règles ne se parlent même pas entre eux. Donc moi je me retrouve quelquefois avec des articles de loi qui disent pas du tout la même chose. Donc il faut savoir un peu jouer de tout ça, et c'est quand même assez compliqué. Il faut bien connaître le droit, mais
aussi, comme disait tout à l'heure Mathias Moulin, il faut savoir s'entourer d'informaticiens, et puis ça dépend des projets, mais de commerciaux auxquels on fait quand même comprendre où est la ligne jaune, parce que quelquefois ils vont quand même un peu trop vite en besogne, hein, surtout les marketeurs. Et puis, je vous dis, moi, je ne fais jamais rien sans avoir un ingénieur avec moi. Quand on va présenter des dossiers à la CNIL, généralement, on y va à 3, c'est-à-dire juridique, commercial et puis ingénieur. Sinon, c'est vraiment un travail collectif. Sinon, on ne s'en sort pas. Et il faut vraiment, je pense, pour un CIL, très bien connaître les rouages de l'entreprise, du moins les grands principes de fonctionnement, et savoir trouver la bonne personne au bon moment quand il y a des dossiers comme ça à présenter, ou bien lorsqu'il y a des plaintes un peu compliquées à résoudre. Vraiment, je pense que c'est pas un travail de junior qui arrive dans une boîte. À mon avis, il peut pas être CIL, quoi. C'est trop compliqué. Et puis il faut avoir quand même suffisamment de recul. Mais même nous, en tant que CIL, on est quand même bien dans l'entreprise et on n'a pas suffisamment de recul. Du moins, on en a beaucoup moins que la CNIL, et c'est la raison pour laquelle moi je sais que depuis que je suis CIL officiel, j'ai pas vraiment changé mes relations avec la CNIL. Quand vraiment je suis en difficulté, que je me pose des questions, je n'hésite pas à téléphoner et puis à leur demander de bien vouloir voir avec nous, examiner un projet et qu'on en discute et voir si c'est correct, s'il y a des solutions, si les solutions qu'on présente ne peuvent pas être améliorées, etc., quoi. Donc c'est pas du droit où c'est noir d'un côté, blanc de l'autre. C'est quand même beaucoup plus complexe que ça. Donc c'est un intermédiaire dédié pour la CNIL. Alors ça, c'est important parce que moi, je sais qu'au début, il y avait des personnes au sein de France Télécom qui allaient déclarer dans leur coin leur traitement. Alors, j'étais même pas au courant. Les plaintes aussi, la CNIL pareil, puisqu'elle ne savait plus trop où fallait donner de la tête, surtout à un moment donné quand on était avec le lancement d'Internet. Alors il y avait une filiale à droite, il y avait pour les mobiles une filiale à gauche, enfin ça allait dans tous les sens. Et le fait que maintenant il y a un intermédiaire dédié, c'est-à-dire tout transite par un même CIL, c'est quand même beaucoup plus confortable à la fois pour l'entreprise et à la fois pour la CNIL qui savait plus elle non plus qui était l'interlocuteur au sein de l'entreprise. Et donc le CIL, sa mission principale, pour moi, c'est vraiment de diffuser la culture informatique et liberté, et puis de faciliter toutes les formalités préalables, et puis de savoir gérer les plaintes et de surtout trouver des solutions en cas de problème. Alors, comme je le disais tout à l'heure, pour moi, le fait qu'il y ait une centralisation, c'est quand même très bénéfique pour une meilleure application des règles. Alors, d'une part, tous les traitements doivent être inscrits au sein du registre du CIL, à condition, bien sûr, et ça, je pense que c'est la plus grosse difficulté, que les projets de traitement nouveaux remontent auprès du CIL. Alors, ce qu'on a fait, on a mis en place des outils quand même d'auto-diagnostic pour les chefs de projet qui mettent en place de nouvelles applications. On a fait ça pour, d'une part, le commercial et d'autre part, le domaine RH. Et on s'est basé pour ces outils de diagnostic sur notre traitement cadre général concernant la gestion des prospects et des clients. Et donc on leur pose des questions très très simples, ça dure 5 minutes, l'autodiagnostic. On leur demande quel est le nom de leur application, mais ça c'est juste pour savoir de quoi on parle, mais la finalité du traitement, on leur donne des menus déroulants pour savoir à peu près quelles sont les données qu'ils enregistrent, quels sont les destinataires, la durée de conservation. Et ils ont des petites cases, ils peuvent dire, et puis il y a surtout autre. Et on leur demande d'écrire ce que c'est autre. Et puis quand on voit que ça dépasse quand même largement le cadre, on leur dit écoutez, venez donc nous en parler un peu plus précisément pour qu'on examine le dossier. Et à ce moment-là, ces outils-là permettent déjà de faire un premier filtre et de voir si véritablement il y a des traitements qui sont hors normes.
Mais bon, ça c'est un outil, mais bon, ça ne fait pas tout. Ça, c'est certain. Il faut vraiment faire des formations. C'est vraiment quand même assez compliqué, hein, je dois l'avouer. Et autre outil qui est quand même important pour le CIL, c'est la gestion des plaintes. Et je ne pensais pas au début que ça allait être si intéressant pour moi, parce que comme toutes les plaintes sont centralisées au sein du CIL, c'est un excellent baromètre pour savoir s'il y a, par exemple, un système informatique qui a des bugs. Parce que si je vois une plainte, bon, ça peut arriver qui est, je sais pas, une erreur humaine ou une erreur... mais quand je vois 2, 3, 4 plaintes sur le même sujet, ça veut dire que le système informatique, faut aller voir de près ce qui se passe parce qu'il y a un bug ou il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et c'est très important parce que bon, ça me permet de détecter les dysfonctionnements et puis de dire aux personnes qui sont en charge des applications en question, eh bien, vite se dépêcher pour trouver d'où vient la faille et puis de remédier aux dysfonctionnements, quoi. Alors ça, c'est le dysfonctionnement technique, mais il y a des dysfonctionnements aussi d'organisation. À un moment donné, j'avais pas mal de plaintes en matière de droit d'accès de communication, parce que bon, quand ça arrivait chez les agences, droit d'accès de communication, pouf, le panier, quoi. Je savais même pas ce que c'était. Donc, on leur a dit, maintenant, si vous avez une demande de ce type, eh bien, vous vous adressez à ce qu'on appelle les correspondants en assignation, et c'est à eux de traiter. Et eux, ils savent ce que c'est que le droit d'accès de communication. Et ça marche à peu près, mais il y a toujours, évidemment, des personnes qui sont pas au courant et puis qui font pas attention. Et bon, on a encore des plaintes de la CNIL concernant des personnes qui n'ont pas eu droit à leur dossier alors qu'ils le réclamaient depuis un certain temps, quoi. Alors, les formations et la communication, alors ça, c'est un excellent moyen de sensibilisation et puis d'appropriation de la culture informatique et liberté à tous les niveaux de l'entreprise, puisque bon, je fais des grosses sessions d'une demi-journée, mais vraiment pour les chefs de projet, hein. J'en ai une qui est spécifique au SI client et une autre pour les SIRH. Ils ont chacun une présentation aussi de l'outil d'autodiagnostic pour leur montrer comment il faut s'en servir, quoi. Et à la fin, on leur distribue une plaquette rappelant les grands principes de la loi informatique et liberté et puis indiquant les coordonnées des personnes à contacter en cas de problème. Alors il y a le CIL, il y a les formateurs, et bon, c'est un outil quand même qui plaît beaucoup. Et d'ailleurs, les personnes, lorsque je leur fais des formations, par rapport aux formations en droit de la concurrence, si vous voulez, qui sont quand même assez hard à France Télécom, eh bien, les personnes disent « Ah, mais c'est quand même... on pensait qu'on n'avait pas le droit de faire ceci et cela, et alors ils sont tout étonnés parce que je leur dis mais non, il y a des règles, mais bon, on sait comment faire pour passer, non pas outre les règles, mais pour faire passer des dossiers, parce qu'il y a des règles comme en matière de transfert hors de l'Union européenne. Il y a des gens qui se figurent, alors ils veulent pas dire qu'ils ont des transferts hors de l'Union européenne parce qu'ils disent oh, c'est interdit, donc il faut surtout pas que je dise. Et quand je leur dis, mais c'est pas interdit, c'est interdit si on ne respecte pas les règles. Alors je leur dis comment il faut faire, qu'il y a des clauses à utiliser, des clauses de la Commission de l'Union européenne, qu'il faut que les personnes soient informées, ne serait-ce que dans les contrats types, pour leur dire que bon, leurs données sont susceptibles d'être transférées à l'étranger. Et après, ils disent ah bon. Et du coup, alors les langues se délient quand on explique les règles. Et c'est du coup que on se dit tiens, effectivement. On a bien fait de les sensibiliser parce qu'autrement ce serait resté enfoui. On ne va pas voir le juriste, quoi. C'est très important d'avoir des relations qui fonctionnent bien avec la CNIL, parce que je sais que, d'ailleurs, quand j'emmène les opérationnels avec moi auprès de la CNIL, ils sont étonnés par le niveau, parce que d'abord des ingénieurs et puis des juristes. Moi, généralement aussi, je demande, parce que les dossiers sont quand même très complexes, ceux qu'on présente. Parce qu'il y a souvent les données de trafic qui sont en lice, ou il y a des données de géolocalisation, il faut faire très attention. Et les opérationnels sortent enchantés parce qu'ils disent enfin on peut discuter. C'est vrai que ça nous change de l'autorité de la concurrence ou de l'ARCEP, des autorités qu'on a l'habitude de voir, quoi. Au moins les relations sont constructives.
Et puis, les personnes sont ouvertes au sein de la CNIL, puisqu'elles viennent de tous horizons. Il y a des sénateurs, il y a des conseillers d'État, donc les gens ont une certaine hauteur de vue, quoi. Et donc, c'est vraiment indispensable d'établir des dialogues constructifs avec la CNIL. Bon, alors, quel devenir du CIL? Alors, je vais passer très vite. On en a parlé toujours tout à l'heure, vers une fonction obligatoire. Moi, j'aimerais bien que ce soit au moins obligatoire au sein de l'Union européenne, parce que, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a très peu d'États membres qui ont cette fonction de CIL dans leur loi. Et comme par hasard, nos grosses filiales en Europe, c'est-à-dire la Pologne, l'Espagne et puis l'Angleterre, n'ont absolument pas dans leur loi la fonction de CIL. Et moi, j'aimerais bien que ce soit obligatoire dans ces pays-là, parce que ça me faciliterait peut-être les relations avec ces grosses filiales. Enfin, il n'est pas exclu qu'on mette en place des CIL officieux, en attendant qu'il y ait des CIL officiels. Et puis, alors, quid des États hors de l'Union européenne? Parce que c'est vrai que là, c'est pas très facile non plus. Bon, c'est vrai qu'on a tout l'arsenal juridique pour les flux hors de l'Union européenne, mais enfin, c'est quand même pas très pratique. Donc, est-ce qu'un jour, il y aura une convention internationale sur la protection des données à caractère personnel? Ça, peut-être dans longtemps, mais enfin, il y a eu un premier pas avec la résolution de Madrid l'année dernière, où ont été établis des standards internationaux. Enfin, c'est pas quelque chose d'officiel, mais enfin, c'est un premier pas vers une réflexion concernant un instrument juridique d'ordre international. Donc voilà, si vous avez des questions, je vous remercie de votre attention. J'aurais aimé avoir votre ressenti par rapport à l'évolution législative qui va être prévue, donc de l'obligation de dénonciation, qui, dans un premier temps, va s'appliquer plus particulièrement, enfin, c'est centré sur les opérateurs télécoms, dans un premier temps, si j'ai bien compris. Donc Orange est opérateur télécom, il y a un CIL, vous fournissez du transfert de données. Si par hasard le tuyau contient des failles, ce sont les données des clients, les traitements des clients qui circulent à l'intérieur, que vous ne connaissez pas et dont vous n'êtes pas responsable de traitement. Donc, non, ben oui. Le CIL n'est pas responsable de traitement parce que tout à fait, je non, vous mais le dis on est d'accord. Mais cette cette résolution, dans un premier temps, s'appliquant aux s'appliquant aux fournisseurs de services, quelle sera votre action et qu'est-ce que vous allez faire, vous, si vous apprenez que ces tuyaux ont des failles? Qui allez-vous prévenir? Est-ce que vous allez prévenir quelqu'un? Écoutez, donc comment ça va s'appliquer chez vous, opérationnellement? Et à quoi ça sert? Alors, je n'ai pas encore la réponse, mais je commence à poser les questions, notamment avec notre direction de la sécurité. Pour savoir d'abord qui va tenir, parce que normalement il est prévu dans la directive européenne qu'il y aura un registre des failles de sécurité. Ensuite, il faudra notifier les failles de sécurité auprès des autorités de protection des données. Il faudra les notifier auprès des clients concernés. Et donc, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, puisque la loi n'a pas été encore transposée en France, mais c'est une question qui est importante. Oui, je voulais savoir comment s'organise l'interconnexion des fichiers, enfin des données personnelles entre vous et l'ADOPI. Alors, est-ce que le CIL a un droit de surveillance, justement, sur cet échange de fichiers, ou un contrat a été passé avec l'ADOPI pour un peu réglementer tout ça? Alors, je sais que ça, c'est vraiment en cours avec. Enfin, ça commence à se mettre. Tout ça s'est mis en œuvre là actuellement, mais bon, on n'a pas suffisamment encore de recul. Bien sûr, il y a un contrat et tout ça est sécurisé évidemment, mais là, on n'a pas suffisamment de recul pour voir si ça marche correctement.